Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'actu PSG. Il y aura du Verratti dans cette vidéo, mais on va commencer avec Kylian Mbappé, France-Allemagne ce soir, une confrontation historique, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, que Mbappé débutera sur le banc. Il n'est pas forfait, selon la plupart des médias, c'est juste en prévision d'un agenda très chargé pour lui au mois de septembre. Il y a juste le journal L'Équipe qui sont tout seuls à annoncer une gêne au genou. Dans tous les cas, il faut prendre ses précautions. On parle d'un joueur qui n'a pas joué pendant 2 mois sur juin et juillet, dont 1 mois au loft. Évidemment, l'intensité des entraînements avec Abdou Diallo, Leandro Paredes et compagnie, c'est pas la même qu'avec le groupe A. Et sur ses premières apparitions, les 2 matchs et demi qu'il a joué au PSG, on sent un joueur qui a encore besoin de se roder physiquement. Contre Toulouse, première entrée qui dure quoi, 20-25 minutes, il y en a 10 de folie, où il marque son but et tout ça, et derrière il disparaît un petit peu. Tu sens qu'il a un petit peu moins de jus. Contre Lens, c'est le match qu'il a réussi à le mieux terminer, c'est-à-dire que c'est un match où il a été un petit peu plus constant. En revanche, contre Lyon, première mi-temps exceptionnel, en seconde, il disparaît complètement, parce que c'est complètement normal. Physiquement, il a 1 mois de retard par rapport aux autres, donc en vue de l'enchaînement de nos matchs, c'est une bonne nouvelle. Luis Enrique va devoir faire des choix, pourquoi pas ne pas le titulariser contre Nice vendredi, s'il rentre ce soir en deuxième mi-temps contre l'Allemagne. Bref, on va voir parce que y a Dortmund, il y a Newcastle, et on sait très bien ô combien Mbappé est important au PSG la saison dernière. On rappelle son doublé au match aller contre la Juve, le penalty qu'il met contre Benfica au match retour, le but qu'il va chercher tout seul, le match retour contre la Juve, le but qu'il met en tout début de match, qui est d'ailleurs un de ses plus beaux en Ligue des Champions, c'est un but où la passe décisive de Lionel Messi, bon, si on est objectif, c'est pas vraiment une passe décisive, parce que c'est Mbappé qui se construit tout à 90%. Voilà, dans un match où le PSG était incapable de se créer des occasions. Bon bref, dans tous les cas, il est très très important, et on l'a vu contre Lyon par exemple, en deuxième mi-temps, il comprend que lui ne va pas pouvoir accélérer avec le ballon. Donc, il fait jouer beaucoup plus ses partenaires. Il lâche son ballon beaucoup plus vite, il offre des occasions à Ousmane Dembélé par exemple. Donc, évidemment, vu les qualités de finition de Dembélé, travaillons tranquillement avec Mbappé pour qu'il retrouve petit à petit sa forme optimale et qu'il n'ait pas à chercher les pieds de Dembélé dans le dernier tiers. Bref, cette décision de le mettre au loft, bien évidemment, au vu de la saison qu'il attend avec l'Euro et les JO à la fin, c'est un bon point pour lui. Et pour Didier Deschamps aussi. De toute façon, Didier Deschamps, c'est le grand gagnant de cet été. Mais une chatte pas possible, quoi. Dembélé, Colomani, Mbappé au PSG, on va lui servir sur un plateau son attaque pour l'Euro. Et ensuite, on a mis Mbappé au loft tout frais pour les JO et l'Euro l'année prochaine. Tout est nickel. C'est le grand gagnant. Et bien évidemment, attention, je mettais en avant le déficit physique d'Mbappé qui est un fait pour moi, c'est pas contestable. Par contre, ça n'enlève rien. Et surtout, ça embellit encore plus ses statistiques. 5 buts en 2 matchs et demi, alors que le mec reprend après tout le monde, c'est exceptionnel. Voilà, on parle quand même... faut savoir de qui on parle, et je le répète encore une fois, on a dans notre équipe le meilleur joueur individuellement des phases de poule de la Ligue des Champions. Voilà, celui qui est le plus à même de te faire gagner un match à lui tout seul, tout simplement, s'il le veut. Voilà, passons à Marco Verratti, qui a atterri à Doha hier soir ou dans la nuit, qui passe sa visite médicale aujourd'hui. Bon, ça va être officiel à moins qu'il y ait un problème lors des tests médicaux. On a eu un papier de l'équipe assez intéressant qui raconte comment le dossier s'est passé. En fait, initialement, Chelsea, le Bayern et le Barça étaient intéressés, mais ne pouvaient pas mettre les 50 millions que le PSG demandait. Le PSG qui a été très intransigeant là-dessus, avec les Saoudiens notamment. Bon, si on fait l'inventaire, Chelsea. Alors là, Chelsea, tout de suite, on va me dire... Ouais, c'est un scandale, regardez, Verratti est complètement finito, Chelsea qui balance des milliards d'euros ne prennent pas Verratti à 50. Bon, le problème c'est que depuis qu'ils ont été rachetés par le Ricain, l'année dernière, ils ont fait Kalidou Koulibaly qui avait 30 ans. Au final, 1 an après, ils s'en sont séparés. Ils ont fait Raheem Sterling qui a 27 ans. Ok, cet hiver, Mudryk, Fernandez,
ça ne dépasse pas les 24 ans. Et cet été, pareil, les plus vieux, c'est Nkunku, Disasi, 25 ans. 90% des joueurs qu'ils achètent, c'est moins de 25 ans. Le seul, c'est Kalidou Koulibaly, donc qui avait la trentaine, et Raheem Sterling, 27 ans. Voilà. Et quand je vous parle de joueurs, ils ont recruté une vingtaine de joueurs, quoi, Chelsea. Voilà. Dont une quinzaine qui ont moins de 23. Donc, bien évidemment, les voir ne pas se positionner sur Marco Verratti, ça ne me surprend pas vraiment. C'était peut-être une volonté de Pochettino, mais là, l'Américain, on a bien compris quel est son projet. Voilà. Le Barça, je ne fais pas de détails sur ce club fauché, bien évidemment, hein, puisque cet été, en matière d'indemnité transfert, ils mettent 3,5 millions sur Oriol Romeu, et c'est tout. Donc, imaginez-les 50 millions sur Verratti. Ils ont un peu dépensé l'année dernière, hein, les 60 millions sur Rafinha, sur Lewandowski. Il y a Jules Koundé aussi, qui est plus de 40 millions, je crois. Mais là, cette année, voilà, ils étaient à sec. Ils n'ont pas dépensé, et je crois même que sur le prêt de Cancelo, il n'y a pas d'option d'achat, si je dis pas de bêtises. Bon, je suis pas trop calé Barça, hein, mais voilà, tout ça pour dire que là, on parle d'un club qui a pas de rond, comme l'Atlético en fait, comme l'Atlético. Et puis le Bayern, le Bayern, à la limite, quand tu les vois mettre plus de 100 millions d'euros sur Harry Kane, 30 ans, qu'ils ne revendront jamais, ou du moins, où ils n'auront pas de retour sur investissement, bon, tu te dis peut-être que c'était le club le plus à même de les mettre. Mais au final, ils ne les ont pas mis. Thomas Tuchel, visiblement, n'a pas fait assez de lobbying. À la limite, ça c'est pour contrer tous les gens qui disent « Ouais, regardez, Verratti n'a pas eu d'intérêt en Europe. » Bon, j'ai essayé de prouver le contraire. Maintenant, il faut aussi rééquilibrer. Le PSG, pour recruter Bernardo Silva, a proposé Gigio Donnarumma. Alors ça, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est pareil. Mais ça, c'est une des informations qui m'a fait le plus rire de l'été, quoi. Pep Guardiola, adepte des relances courtes, avec un gardien excellent au pied, va accepter les palmes de Gigio Donnarumma. Alors voilà, bon, ça, une des infos qui m'a fait le plus rire cet été. Mais il y avait aussi Marco Verratti dans la balance, que du coup Manchester City a refusé puisqu'il voulait Warren Zaïre-Emery. Évidemment, le PSG a refusé. Donc à la limite, là je donnerais raison sur le fait que Pep Guardiola faisait l'éloge de Verratti à de nombreuses reprises par le passé. En 2021, rappelez-vous, après le match aller au Parc des Princes, là, le premier but de Pionel Pepsi, Guardiola, voilà, est dithyrambique sur Marco. Et au final, il le refuse. Bon, là-dessus, voilà, je serais plutôt d'accord. Et j'embrayerais même sur les déclats entre footeux, quoi. Bon, c'est bidon, en fait. Le problème, c'est que les mecs pratiquent le foot. À partir de là, ils ont une légitimité que nous, on n'a évidemment pas, voilà, parce qu'il y a un fossé entre le monde amateur et professionnel qui est exceptionnel, quoi. Enfin, on parle de mecs qui nous bousillent complètement sur un terrain, quoi. C'est des mecs, même quand ils vont avec des mecs de régional ou des trucs comme ça, le fossé est complètement dingue. Le monde professionnel, je sais pas si on se rend compte le niveau des mecs, hein, même les pires pipes, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que des fois, tu te dis... T'as le syndrome de l'imposteur, en fait, de les critiquer depuis ta chambre, alors que les mecs sont 10 000 fois supérieurs à toi. Mais, ceci dit, pareil, moi, l'exemple parfait que je retiens, c'est Neymar. Neymar qui a fait que de dire pendant toute sa carrière que jouer au foot, ça l'intéresse, mais le regarder, il en a rien à branler. Le problème, c'est que derrière le mec, s'il regarde pas les matchs, il peut pas faire de déclaration sur des mecs qui ne sont pas coéquipiers avec lui en club, puisqu'il ne les voit pas jouer. Alors, tu peux être le plus talentueux du monde, de l'histoire, un magicien absolu du foot, mais le problème, c'est que si tu vois pas les mecs jouer, tes déclarations, elles valent rien. Voilà, tout ça pour dire que, évidemment, les footballeurs, il y a qu'à voir aussi les votes, là, lors des trophées et tout ça, les mecs qui votent pour les copains et tout ça. Bon, bref, ils sont évidemment pas du tout objectifs. Je me demande, ça, ce serait une enquête très intéressante à mener, qui est le moins objectif entre un footballeur et un ultra. Je parle pas des ultras parisiens, je parle des ultras de manière générale, hein, parce que tous, ceux de Séville, par exemple, qui sifflent Sergio Ramos actuellement. Bref, tous. Voilà, qui est le moins objectif, qui réfléchit le plus avec son cœur plutôt que son cerveau. Donc voilà. Bon, au final, Marco, voyant les intérêts européens se diluer, et là, bon, le PSG qui demande 50 millions, c'est vrai qu'à l'échelle européenne, c'est assez gros pour un joueur de 31 ans. Donc là, Verratti se met d'accord avec Al Hilal. Pour moi, c'est le point de bascule. Voilà. Un joueur qui se met d'accord avec l'Arabie Saoudite, pour moi, ça n'a plus de motivation, ça n'a plus lieu de continuer en Europe. Donc évidemment, la décision de s'en séparer est logique. Maintenant, ce que je défends bec et ongle depuis quelques jours, c'est le fait de ne pas le remplacer et de le faire partir de cette manière-là, en fait.
Voilà, je suis désolé. Est-ce que c'est 45 millions d'euros? Parce qu'en plus, c'est même pas 50 qu'on fait, c'est 45. Et selon certaines sources, c'est 40 fixes, sans compter les bonus. Donc, encore une fois, c'est comme sur Neymar, les 90 millions. Il y a fort à parier que pendant la saison, on va apprendre qu'en fait, c'est encore moins. Est-ce que le PSG a vraiment besoin de ces 40 millions? Hein, on va pas se mentir, les gars. Est-ce que le PSG en a vraiment besoin? Voilà. Sinon, les magouilles avec le Qatar, on n'aurait pas commencé à les faire avec une légende du club comme Marco Verratti. Hein. On les aurait fait en plein Covid, quand on avait 300 millions de déficit, et qu'on voulait se débarrasser des Icardi et tout ça. Voilà. Donc, pourquoi avoir bloqué son départ vers un pays européen, par exemple, mais même avec les Saoudiens, en fait, parce que peut-être que Verratti se serait plus éclaté à Riyad qu'à Doha, quoi, parce qu'à Riyad, bah, mine de rien, il y a beaucoup de footballeurs, quoi. S'il signait à Al Hilal, bah, il se retrouvait avec Neymar, en fait, le garçon. Là, ben, à Doha, ouais, ben, qui joue à l'Arabie, j'en ai aucune idée. Ah bah si, il y a Sofiane Bouffal qui joue dans la ligue qatarienne. Alors est-ce que c'est dans le club de Verratti? Je sais pas, je suis pas. Mais voilà, la gestion du feuilleton, la question des adieux, même si au final, il devrait avoir des adieux. Il y a eu un papier du Parisien aujourd'hui. Donc voilà, bon. Et donc au final, il a dû accepter à l'Arabie s'il voulait pas passer une saison blanche. Ça, j'ai du mal à le croire quand même. Que le PSG foute Verratti au placard. Le mec t'apporte tellement, mais même sur 5 minutes quoi, d'un match, tu le fais rentrer à la 85e, il t'apporte. Enfin, bon, bref. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la durée du contrat. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fait marrer. Quand on parle des destinations du golf cette année-là, il y a les salaires. Évidemment, qui sont démentiels. Voilà, les 200 millions de Ronaldo, Neymar, la villa qui tourne sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ce qu'on oublie, c'est la durée des contrats. C'est-à-dire que les mecs ont recruté Neymar, donc 90 millions à en croire les médias, pour un contrat de 2 ans. C'est exceptionnel, les gars. Le retour sur investissement, bon, déjà, qu'il ait signé 2 ou 10 ans sur Neymar, t'as aucun retour sur investissement puisque personne te l'aurait racheté derrière. Mais alors là, pour un contrat de 2 ans, sachant que normalement Neymar revient en Europe libre dans 2 ans pour préparer la Coupe du Monde, c'est exceptionnel, quoi. Les mecs en ont vraiment, mais vraiment rien à branler. Ça, c'est un des trucs qui me choque le plus. Hein. Au-delà des salaires, les gars, faut se rendre compte que les mecs balancent 90 millions pour 2 ans. Gabri Veiga, pareil, il signe 3 ans. Alors, l'indemnité de transfert, c'est 40. Mais voilà, 3 ans pour un joueur de 21 ans, enfin, c'est des contrats qui sont inédits dans le foot, en fait. Un joueur de 21 ans, tu le fais signer 5 ans, tu le fais signer 9 ans quand t'es Todd Boehly de Chelsea. Là, voilà, donc Verratti, on va voir combien de temps il va signer. Mais c'est marrant parce que les histoires d'amortissement et tout ça, bah, là-bas, ils en ont rien à branler, quoi. Parce que vraiment, 90 millions sur 2 ans, en Europe, mais ça, c'est pareil. À la limite, un salaire démentiel... Bah, le PSG l'a fait en Europe avec Kylian Mbappé. Hein. Voilà, Mbappé touche, je pense, plus de 100 millions, si ce n'est 150 par an, dans le cadre du nouveau contrat qu'il a signé l'année dernière. Enfin, Messi, quand il était au Barça, on parlait de 70-80 patates. C'est des contrats qui sont exceptionnels. Et l'Arabie n'est pas allé dans ces sphères-là. Hein. Évidemment, avec Ronaldo, Neymar, oui, mais les autres... Lukaku, quand il a demandé 30 millions, je crois, de salaire, ils lui ont dit non, Coco. Non, quand il voulait 90 millions de salaire, ils lui ont dit non, Coco. On te double ton salaire que tu as actuellement à l'Inter, mais pas plus. Voilà. Et c'est le cas avec la majeure partie des joueurs. Alors que sur les contrats, bon bref, c'est exceptionnel, on marche sur la tête. Et concernant Verratti, évidemment, il faut absolument qu'il revienne en Europe, soit au PSG pour terminer sa carrière, soit en Italie pour le romantisme, évidemment, parce que terminer au Qatar comme ça, ce serait évidemment bien triste. Voilà, alors, j'aimerais revenir sur les déclarations de Messi et Neymar. Alors Messi, on va aller vite, parce que lui, c'est toutes les semaines. Depuis qu'il a signé à l'Inter Miami, son spleen qu'il traînait au PSG, il nous le ressort à chaque conférence de presse. Bon, ça m'embête parce que, en fait, on le sait très bien. Le PSG, quand quelqu'un part du club, il y a un chèque qui est signé pour qu'il la ferme. On le sait tous, évidemment. Le problème, c'est que Messi gagne tellement d'argent que le chèque, il n'y en a pas besoin. Hein, à moins que ce soit un chèque de 100 millions, et on n'a rien à péter de ton truc. Donc, il a la liberté d'expression. Le problème, c'est que, quelle ingratitude. Quelle ingratitude pour le club qui est venu te chercher, le seul club européen qui était là en 2021 quand tu as poussé jusqu'au bout pour le Barça. Et puis surtout, pour Messi, je ferai le lien avec la réponse du PSG dans le journal de l'équipe où le club dit qu'il ferait aucun commentaire, mais que curieusement,
Les deux joueurs voulaient rester au PSG. Et là, je suis désolé les gars, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à la vidéo d'excuses après le voyage en Arabie Saoudite. À ce moment-là, je vous disais, les gars, c'est bizarre qu'il en fasse autant, sachant qu'il lui reste 1 mois et demi à tirer avec le club. C'est quand même très très bizarre. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, cette vidéo, c'est parce qu'il voulait la prolonger. Et qu'au final, peut-être que c'est le club qui l'a dégagé. Alors, c'est dit de manière très crue. Peut-être que c'est pas vraiment comme ça. Peut-être que Messi voulait plutôt se garder le PSG sous la main le plus tard possible dans l'été, sans pour autant prolonger directement, mais nous garder au cas où le retour au Barça ne se faisait pas. Mais voilà, cette histoire de story Instagram, mais en costard avec la chemise pas repassée, non, mais c'est exceptionnel, quoi. On a assisté à un truc, mais c'est le summum du divertissement. Et pour moi, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre pour que ce soit juste une consigne du club. Évidemment que le joueur avait des intérêts à faire ça, il voulait nous garder, j'en suis persuadé. Et quand le club dit les deux joueurs voulaient rester, ça se confirme, voilà, le ressentiment de Messi qui n'était pas heureux. Bon, je pense que la définition du bonheur, il repassera, hein, il repassera. Même si bien sûr, voilà, il y a des faits. Par exemple, les sifflets qu'il a à Bordeaux, juste après le match contre le Real sur sa première saison. Reprenez mes vidéos à ce moment-là, mais je comprenais pas, quoi. C'était pitoyable. Le mec était là depuis 6 mois, après 20 ans au Barça. Et évidemment qu'à l'instant T, à ce moment-là, le sifflet, c'était une aberration sur sa première saison. Maintenant, cette année, bon, le mec s'est bien foutu de notre gueule, quoi. Enfin, les 2 boosts qui te pond contre le Bayern et tout ça. Puis surtout, la demi-saison qui te fait jusqu'à sa Coupe du Monde. Bah voilà quoi, enfin, tu ne peux que le siffler. Et alors Neymar, c'est celui qui a fait le plus parler, parce que lui c'est intéressant. Alors il dit, j'ai vécu l'enfer avec Messi en seconde partie de saison au PSG. Alors, quand tu lis l'interview en entier, c'est assez bizarre parce que le PSG arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, puisque dans l'interview, il n'y a aucune question sur le club. Ce qui du coup serait une consigne. Peut-être que Neymar s'est arrangé avec le club ou avec son entourage pour dire on ne parle pas du PSG. Mais cette piste, je l'écarte. Parce que Neymar a quand même ramené le PSG par lui-même. En parlant de Messi, il s'est inclus dans l'enfer qu'il a décrit. Enfin, qu'il a décrit. Non, parce que j'aimerais qu'il me fasse sa définition de l'enfer, hein, parce que visiblement, on n'a pas la même. Voilà. Même si, bien sûr, on n'a jamais toléré le fait de se déplacer jusqu'à devant chez lui pour lui demander de se casser. Évidemment, ça, c'est complètement pitoyable, complètement condamnable, mais c'est pas non plus l'enfer que de vivre à Bougival avec, voilà, 30 millions par an, à Paris, avec tous tes potes, là, qui étaient très très bien connus du monde de la nuit. Bon, bref. Donc le fait que le PSG sorte comme ça dans une interview où il n'y a aucune question dessus, ça témoigne du ressentiment de Neymar. Alors d'un côté, on peut penser à une surinterprétation, on peut dire ouais, le public a surinterprété parce que c'est juste une petite phrase dans l'interview, c'est lié à Messi, voilà, il parle initialement de Lionel Messi. Moi, je fais pas trop partie de ce camp-là. Moi, personnellement, je comprends l'inverse. Mettre le PSG là où c'est pas le sujet, pour moi c'est évidemment visé et c'est décevant tout simplement, voilà, c'est tout, c'est limite, mais c'est pas surprenant les gars, parce que Neymar, bien sûr que c'est un talent magnifique, un joueur de 25 ans à son prime en 2017 qui t'offre ses meilleures années. Je pense que avec un tel talent, on ne vivra plus jamais ça. Ces 6 premiers mois, voilà, le début de saison aussi en 2018, le Final 8 bien évidemment, ne pas oublier que c'est lui le leader à ce moment-là, c'est ni Verratti ni Mbappé, c'est bien lui. Tous les gestes bien évidemment, hein, parce qu'on parle d'un joueur ultra talentueux, mais aussi d'un débile. Évidemment que Neymar est idiot. Enfin, il n'y a pas besoin de le connaître personnellement pour comprendre ça. Pour comprendre que le mec, bon... mais en fait, c'est même pas méchant ce que je dis, c'est juste que... En fait, si tu veux parler crûment, c'est un imbécile heureux. Si tu veux être gentil avec lui,
Je fais partie des gens qui tiennent ce discours, à savoir, Neymar est un être gentil, un bon vivant, qui s'entend avec tout le monde, qui est très facile à vivre. Et le problème, c'est que ça a des répercussions sur lui, parce que du coup, son entourage en profite, et il se retrouve avec tous ses amis à la maison, ses histoires de gonzesses, son père, pareil, qui le voit comme une entreprise plutôt que son fils. Donc voilà, tu peux le prendre dans les deux sens. Moi, personnellement, c'est du coup son imbécilité qui fait que c'est un imbécile heureux et que donc ça se retourne contre lui au niveau de l'entourage. Parce que, enfin, mais là c'est pareil, Paul Pogba, regardez l'histoire de dopage. On apprend aujourd'hui qu'en fait, c'est un complément alimentaire qu'il a pris aux États-Unis sur les conseils d'un ami médecin là-bas. Donc la Juve, je pense qu'ils peuvent souffler parce que du coup, ça ne les incrimine pas directement puisqu'ils n'étaient pas au courant de cette prise de complément. Mais Paul Pogba, mais pareil, mais les entourages aujourd'hui, mais c'est... Et c'est pour ça que le livre de Daniel Riolo, alors je ne l'ai pas lu bien évidemment, son livre sur... Enfin non, pas bien évidemment, puisque je devrais le lire. Pour une fois que le combat est noble, le combat qu'il mène, il faut s'y intéresser. Voilà, son livre sur les entourages, le monde du foot et tout ça, c'est très noble. Voilà, c'est très bienvenu dans cette actualité très morose dans le foot. Donc voilà, bon, pour Neymar, bien évidemment, il était tout seul face à la caméra, hein, il n'y avait pas ses potes ni son père pour dire qu'il a vécu l'enfer au PSG, ce qui est complètement faux, voilà, hein, parce que... Encore une fois, sur cette saison, c'est vrai que tu peux pas lui reprocher grand-chose, sa première moitié est très réussie, et sur la seconde, en fait, le seul truc que tu peux lui reprocher, c'est d'avoir continué à jouer sous infiltration, sur le mois de janvier pour continuer à apporter au PSG en fait. Pour moi, c'est le truc qu'on... À la limite, tu peux lui reprocher ça, d'avoir fait ce choix-là, voilà, d'avoir mis son corps à rude épreuve, parce que derrière, se blesser sur une prise d'appui contre Lille, louper 6 mois sur une blessure, bon, je lui en veux pas là-dessus, tu vois, je lui en veux pas du tout là-dessus, quoi. Et puis derrière, aller le siffler alors qu'il est blessé, bon, ça pareil, c'est pitoyable. Là où je lui en veux, par contre, c'est sur les saisons avec Pochettino. Là, par contre, tu vois, je fais que de le répéter dans mes vidéos, mais rappelez-vous les saisons avec Pochettino, il était grassouillé, il mettait pas un pied devant l'autre, il forçait pour faire jouer Messi, Pochettino ne l'aidait pas puisqu'il le mettait ailier gauche, mais on avait... Enfin, c'était les années les plus difficiles au PSG. Sous Pochettino, ça a été très très compliqué, et c'est pour ça que l'imaginer à Chelsea cet été, complètement impossible, quoi, parce que vraiment, les deux... ne doivent pas se porter dans leur cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve prochainement. Alors demain, on fera probablement pas de vidéo. Mais jeudi, bien sûr, hein, pour l'avant-match PSG-Nice qui se jouera vendredi soir. Bon, déjà, bien sûr, il ne faut pas faire jouer Manuel Ugarte. On a les Portugais qui reviennent. Gonçalo Ramos qui a mis un doublé hier contre le Luxembourg, victoire 9-0. Ça fait plaisir. Mais de l'autre côté, il touche très peu de ballons. Je crois qu'il touche une quinzaine de ballons. Donc, j'ai un peu peur qu'avec Ramos, on ait affaire à un profil Icardi, en fait. Sur ces matchs au PSG, ce qui me faisait un petit peu peur, c'est la rapidité d'exécution quand il contrôle le ballon. On a l'impression que c'est quand même un joueur qui est un petit peu à contre-temps, qui, dans la rapidité d'exécution, peine un petit peu. Est-ce qu'il va me faire mentir? Évidemment que je l'espère. Voilà, il a mis un doublé, donc ça prouve aussi que c'est évidemment un renard des surfaces, hein, quelqu'un qui est capable de terminer. On espère qu'il va débloquer son compteur rapidement au PSG. Je pense que de toute façon, il sera titulaire contre Nice vendredi. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.